voir qu'en aucun cas Idriss Déby n'est ni un pacificateur, ni un panafricaniste. C'est un pion, oui, un pion important dans la politique d'occupation de l'espace sahélo-sahélien. C'est très important. Alors, expliquez-nous. Voilà. C'est-à-dire que dans cette guerre du terrorisme, il y a deux points qu'il faut bien voir. C'est-à-dire, c'est quoi réellement cette guerre? Ce qui est agité, comme je dis, l'écran médiatique là, mettons-le de côté. Regardons concrètement. L'enjeu, c'est quoi d'abord? Parce qu'il faut aussi s'entendre sur cet enjeu dont on ne dit pas. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est quoi, les bandits terroristes là? Non. L'enjeu, c'est cet espace. Qui part de quoi? Qui part des champs gaziers de l'Algérie, du gaz, que la France prend pour son chauffage, et qui traverse et qui va de l'autre côté, l'autre extrémité, c'est quoi? C'est le Niger, et c'est les mines d'Areva. Mines d'Areva. Les mines d'uranium d'Areva, que la France achète à très bon prix, et 2 ampoules sur 3 en France s'allument et marchent grâce à l'uranium du Niger. Cet espace est sujet aujourd'hui à des convoitises. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, la Chine est toute puissante, elle arrive. La Turquie est en Libye. Les Russes sont en Libye. L'Iran s'intéresse de plus en plus aux mines d'Areva, aux mines de l'uranium d'uranium. 3 fois le président iranien a été au Niger pour des comptes. Ils veulent des exploitations d'uranium. Donc la France, elle est inquiète parce que cet espace-là de tout temps, c'était contrôlé par la France. Et surtout, les richesses qui sont dans ces sous-sols exploitées par la France. Même pas exploitées, M. Niang, mais gardées en réserve. C'est gardé en réserve. Si elles veulent, ils disent que non, il n'y a pas de financement d'exploitation. Non, c'est pas exploité. Mais seulement ils disent qu'on ne veut pas les exploiter. Mais on veut vous empêcher, vous aussi, Africains, de les exploiter. Parce que sinon, si on vous laisse, les Russes vont venir vous proposer quelque chose, vous allez dire oui. Les Turcs vont vous proposer, les Chinois. Mais si vous sortez tout, nous, on a quoi? Donc, personne ne touche à cette zone. C'est une zone qu'on garde en réserve. Pour pouvoir justifier nos déplacements, il faut bien justifier que le Mali accepte une base militaire chez lui. Il n'en avait pas. Mais donc, il faut augmenter, articuler et présenter de manière dangereuse cette affaire. Idriss Déby. Quand la France lance son opération Sauver Bamako, d'accord, ils arrivent, ils occupent un espace, le nord du Mali. Mais cet espace est immense, il est grand. Et il a besoin d'hommes qui connaissent un peu ces zones désertiques, qui se meuvent. Ils ont fait des deals avec les Touaregs. Leur cible, ce sont les djihadistes Ansar ad-Din, qui ont une autre vision du monde que la leur. Et donc, il faut les éliminer. Mais les Touaregs disent non, nous on peut faire des deals, on vous laisse, on joue le jeu, mais il n'est pas question qu'on tire une balle contre ces gens. Ils sont tous mélangés, ils ont des liens. Donc les Touaregs disent non, on ne va pas se battre contre Ansar ad-Din, hein. Mais alors il faut trouver quelqu'un d'autre. Soit on se mouille le maillot nous-mêmes, mais les Français auront de la casse, et les peuples français ne vont pas accepter, hein. Et donc la cote de popularité va chuter, hein, de nos hommes politiques français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'aide, on a besoin des gens qui connaissent les dégers, des gens qui... Donc on fait appel à Idriss Déby. Ce n'est pas le Mali qui appelle Idriss Déby, c'est la France. C'est très important. C'est peut-être qu'il a l'expérience. Oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc Idriss Déby arrive. Il quitte le Tchad, l'armée tchadienne quitte le Tchad, par le désert elle arrive. Elle arrive dans la zone de Kidal. Et elle s'installe. Elle n'a pas affaire aux autorités maliennes, elle a affaire à l'état-major français. Et donc les gens s'installent. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est quoi? Aujourd'hui, le Mali, les gens pleurent, ils disent quoi? Ils disent, c'est une partition de fait de notre pays. Les gens ont bloqué le nord Mali. Pendant plusieurs années, même le premier ministre malien ne peut pas aller au Mali. Tous les gens ne peuvent pas aller, les gens ont bloqué. Le Tchad aussi a aidé à bloquer. Donc qu'est-ce qu'il fait Idriss Déby là? Idriss Déby aide dans la mise en place d'une politique de partition du Mali. C'est regrettable, mais c'est ça. C'est ça qu'il fait, Idriss Déby. Il vient en appoint d'une politique qui vise à organiser une partition du Mali. C'est du panafricanisme, ça? Non, c'est trahir les Maliens. Et vous savez que les Maliens l'ont tellement bien compris au départ. Quand il y a eu les premiers morts
du Tchad. Et un autre élément très important, les blessés de la guerre du Mali, du Tchadien, qu'est-ce qu'on en faisait? On n'était pas capable de les amener à Bamako pour les soigner dans les hôpitaux maliens. Non, on les a amenés jusqu'au Niger. On faisait des vols de Transal jusqu'au Niger où les Français ont mis un hôpital de campagne pour soigner les blessés tchadiens qui sont à Kidal. Parce que les Maliens étaient tellement fâchés de cette collaboration d'un pays africain pour organiser la partition de leur pays. Les premiers morts tchadiens, on les a amenés au Tchad. Il n'y a pas eu d'autorité politique malienne qui se sont déplacées. Tous les gens au Tchad ne comprenaient pas ce côté pernicieux de l'intervention tchadienne au Mali. Les gens ne le comprenaient pas, donc ils ont commencé à respecter et dire, mais dis donc, nos enfants vont mourir au Mali et les Maliens ne peuvent même pas dire condoléances au peuple tchadien. C'est quoi ça? Tout le monde a commencé à crier. Donc Idriss Déby faisait le jeu de la France. Absolument, mais de A à Z. Et attendez, autre chose, c'est que quand il a dit cette grogne, si on peut dire, des Tchadiens, Idriss Déby en a fait part à la France. Et qu'est-ce que la France a dit au président malien? Écoutez, ça ne va pas comme ça. Idriss Déby est là avec nous et tout. Et puis maintenant, il faut absolument lui affirmer votre reconnaissance. Il faut le soutenir. Et là, brusquement, on a eu même des chanteurs qui ont chanté Idriss Déby. Voilà. Donc, et autre chose aussi, c'est très important, c'est que quand vous voyez Idriss Déby qui quitte le Tchad et qui vient au Mali, il fait quoi? Il sort, officiellement le Premier ministre annonce un retrait, un financement à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour financer son opération au Mali. Donc voilà un pays qui n'est pas menacé directement par le terrorisme et qui sort 90 milliards de son trésor pour aller financer un programme, une politique de partition de notre pays africain. Mais ça là, les Tchadiens, ils manquent de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Hein? Il manque de soins. Les gens courent au Cameroun se soignent, partent au Soudan, partent au Tunisie, il n'y a pas de soins au Tchad. Des régions entières sont appauvries. Et vous avez le gars qui sort 90 milliards rien que pour faire plaisir à la France. Vous voyez comment cette machine France-africaine, elle est capable de faire des choses absolument incroyables. Et comment un leadership peut ruiner un pays, peut le détruire, et alors qu'on va le présenter comme quelqu'un de positif. Autre chose très importante dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a aussi une autre. Pourquoi, en fait, l'armée tchadienne est positionnée partout? Pourquoi? Vous savez, il n'y a pas réellement de guerre. Parce que s'il y en avait, ça fait 11 ans. Les gens, ils savent faire la guerre, ils vont cramer tout le monde. Mais il n'y en avait pas. Même les Tchadiens qui étaient sur la ligne, ils ont dit, les premiers chocs, c'était les gens qui étaient dans les grottes. Une fois que les gens sont réussis avec la casse qu'il a fui, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais il y a toujours des attentats terroristes oui, au Mali. Il y en a, mais ça ne justifie pas, je ne sais pas, aujourd'hui les Tchadiens, il y en a 5000. Vous regardez les autres contingents. On est à presque 20 000 hommes. Mais est-ce que vous pouvez me dire, vous, il y a combien de terroristes? Ils sont où? Et ils sont combien? L'autre jour, on a vu des images invraisemblables. On a vu des gars avec des motos flambant neuves. Ils sont tous en moto, les gens du Moujao. Ils sont en turbané, ils ont une Kalachnikov, chacun, ils sont à 2 par moto, le gars derrière a une Kalachnikov. Donc ils circulent dans les villages et ils mitraillent les gens. Mais d'où viennent les motos? Comment ça se fait qu'on a 100 motos flambant neuves, même marque? D'où est-ce qu'ils ont le carburant? Comment des pays africains ne peuvent pas gérer ce genre de problème? Vous prenez un hélico, vous circulez, où sont positionnés les points qui les alimentent en carburant? Et qui a donné ces motos flambant neuves? Elles sont passées par où? Donc, vous voyez bien que quand même, quand on voit les moyens qui sont mis, des chars, des blindés, des militaires français, hollandais, machin, des capacités, des satellites, tout ça, mais quand on voit, on n'arrive pas à nous dire, ils ont tant les djihadistes, ils occupent telle zone, leur chef est un tel, ils sont tant d'éléments, ils ont des blindés, ils ont des canons. Non, on nous dit, il y a des gars qui se baladent en moto comme ça, mais des hélicos peuvent les arrêter rapidement. Donc on voit bien que le truc pernicieux, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment une guerre au sens.